Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la série Comment upgrader ses personnages sur le jeu Langrisseur. Vous êtes avec Norok et le sujet de cette vidéo ça va être les enchantements dans la continuité de la vidéo sur les équipements. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter mes excuses pour la qualité de la vidéo précédente. Je me suis rendu compte que je disais d'accord toutes les 30 secondes et que ça devait être vachement désagréable. Je vous explique ce qui s'est passé, c'est que j'ai record 4 fois la vidéo. À chaque fois j'étais complètement pas satisfait du rendu parce que ça partait dans tous les sens, il y avait trop de choses à dire. Donc la quatrième fois où je les record, j'étais plutôt satisfait du contenu. Par contre il y avait ce problème de d'accord, mais je vous avoue que j'ai pas eu le courage de la tourner une cinquième fois. Donc je vous présente mes excuses pour ça et je vais essayer de faire un effort pour le contenu de la suite. Merci en tout cas de votre compréhension et on est parti pour les enchantements. Et les enchantements, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors l'enchantement, vous allez débloquer ça après avoir passé le chapitre 15 de l'histoire. Si je ne me trompe pas, chapitre 15, vous êtes aux alentours du niveau 23, 24, peut-être 25, d'accord? Ouais, vous voyez, j'ai encore dit d'accord, mais frappez-le! Frappez ce joueur! On part sur notre petit lens, ça sera notre exemple régulièrement dans les vidéos. Simplement parce que pour l'instant je lui ai pas trouvé d'autre utilité, je n'ai pas trouvé d'utilité en jeu, donc il me sert pour les exemples, c'est déjà bien. Donc on était sur les équipements, on lui avait tout donné son équipement, on avait tout monté au niveau 10 sur 10, voire au niveau 20 sur 20 grâce à la percée. Maintenant il nous reste le troisième onglet, l'enchantement. L'enchantement, ça va vous permettre de débloquer à la fois des statistiques supplémentaires sur vos armes, mais aussi et surtout des passifs très puissants. Donc là on va pas encore regarder les passifs etc, c'est juste pour vous montrer le fonctionnement des enchantements. Hop, vous cliquez, enchantement, vous faites enchantement, et là qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir des statistiques aléatoires. Ces statistiques seront plus ou moins élevées en fonction de la rareté de l'enchantement que vous utilisez. Des enchantements argent, vous aurez des statistiques plus faibles, or des statistiques plus élevées, et SSR encore meilleur. Ok? Donc ça, vous regardez les statistiques, ok, attaque, si vous voulez de l'attaque sur votre personnage, c'est parfait. Si vous voulez autre chose, vous faites réenchanter. Faites attention quand même, quand vous faites réenchanter, à chaque fois ça vous consomme un parchemin. Bon, et 500 gold, ça on s'en fiche. Par contre, le stock de parchemin, faites quand même attention. Maintenant, une fois qu'on a compris comment ça marchait, oui, sauvegarder, pourquoi pas. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir quel type d'enchantement on prend et où est-ce qu'on peut les récupérer. Où est-ce qu'on peut les récupérer? Deux options. Farmer le dragon, ça tombe bien. On avait déjà vu que farmer le dragon c'était super intéressant pour récupérer du stuff et pour récupérer des marteaux de forge, donc c'est parfait. Et également récupérer des parchemins. Donc clairement le dragon c'est votre pote, hein. Allez le taper régulièrement, ça vous fera plaisir. En dehors des dragons, qu'est-ce qu'on a? On va avoir la boutique d'équipement et c'est là où ça va être vraiment le plus intéressant pour vous. Pourquoi? Parce que pour 200 mithril, vous allez pouvoir acheter le pack cadeau optionnel d'enchantement intermédiaire. Et là-dedans, vous allez acheter des packs de 5 enchantements. Alors 5 c'est parfait, pourquoi? Nous on a 4 pièces d'équipement. Donc avec 5 on va pouvoir l'équiper et l'enchanter entièrement. Et en plus on en aura un de rab pour pouvoir relancer si jamais on a eu de l'intelligence sur un personnage où on voulait de l'attaque, etc., etc. Alors comment ça marche? On va avoir un passif qui s'active dès lors que vous avez 2 fois le même enchantement sur votre personnage, et un second passif qui s'active quand vous avez 4 fois le même enchantement. Donc ça je vous conseille de mettre toujours 4 fois le même enchantement. N'essayez pas de faire des mix 2 et 2, ça sert à rien. Le passif quand vous avez les 4 est tellement puissant que ça sera toujours meilleur. Personnellement j'ai pas encore trouvé une situation où ça pourrait être meilleur de faire un mélange. Si vous trouvez, dites-le moi. Alors, on va avoir les enchantements rouges. Les enchantements rouges, on aura toujours attaque et intelligence en premier passif. Les oranges, on aura toujours critique plus 5% en passif. Les verts, ça sera toujours PV plus 10%. Et les bleus, ça sera toujours défense, défense magique. On va les prendre un par un, on va voir ce qu'ils font et on va voir sur quel type de personnage ça pourrait être intéressant. Allez, on va commencer par la fin parce que ça change. Ici, on a le cristal.
défense magique plus 5%, effet de soin augmente plus 20%. Alors celui-là, il est excellent pour un soigneur. Effet de soin augmente de 20%, c'est parfait. Il aura des soins beaucoup plus puissants. 20% c'est énorme. Et défense magique, c'est aussi très bien pour un soigneur. Ça permettra qu'il se fasse beaucoup moins défoncer. Enfin, beaucoup moins. Il sera toujours un peu faible, mais ça augmente sa statistique de défense et de défense magique. Donc ça, pour la plupart de vos soigneurs, je vous le conseille. Simplement, si votre soigneur, par exemple, c'est Imelda ou Jessica, peu importe, mais si votre soigneur c'est un soigneur offensif, donc il va avoir des sorts d'attaque et quelques capacités de soins, là vous allez plutôt choisir de l'intelligence. Mais pour un soigneur pur, tel que Almeida, Anna, Tiaris, Liana, etc., tous les soigneurs purs, prenez enchantement cristal. Enchantement glace. Défense magique, c'est normal, c'est du bleu. Lorsque vous foncez dans la bataille, non, lorsque vous forcez dans la bataille, je sais pas ce que ça veut dire, forcer dans la bataille. Ah mais si, d'accord. Donc là c'est une erreur, c'est pas lorsque forcer dans la bataille, c'est lorsque vous êtes forcé dans la bataille en fait. C'est donc pas quand vous attaquez, mais c'est quand vous êtes attaqué que ça va s'activer. Après la bataille, 20% de chance que la cible ne puisse pas attaquer durant un tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc quand vous êtes attaqué, vous avez 20% de chance de geler l'adversaire. Il sera gelé, il ne pourra pas bouger le tour suivant. C'est un passif qui est intéressant. Personnellement, je le jouais avant sur mon tank, sur Vargas. Mais ça peut être intéressant sur n'importe quel tank, hein, Freya, Ledin, etc. Mais le fait que ça soit qu'une chance sur 5, j'ai trouvé ça un peu moins fort que le prochain qu'on va voir. C'est intéressant, essayez-le. Mais pour moi, c'est pas le must-have sur les tanks. Et là, on arrive sur la roche dure. Et la roche dure, ça pour moi, sur un tank, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Défense et défense magique plus 5%, toujours pareil, c'est normal, c'est du bleu. Mais ça les gars, quand les PV est inférieur à 50%, vous avez une chance sur 2 de vous soigner de 15% de vos points de vie. C'est énorme. Sur un tank, vous avez déjà beaucoup de points de vie, donc 15% de vos points de vie, c'est surpuissant. Et une chance sur 2, c'est quand même vachement plus élevé que le 1 sur 5 de glace. Imaginez ça sur un Vargas. Il va se faire attaquer, il va se faire tuer, ça va activer son passif. Donc il va revenir à la vie avec 20% de ses PV. Et il a une chance sur 2 de se soigner de 15% de ses PV en plus. C'est excellent. Voilà, sur votre tank, moi je vous conseille ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le parchemin grand arbre. PV plus 10% pour les alliés dans un rayon de 2 cases, défense et défense magique plus 5%. Le parchemin grand arbre est extrêmement intéressant sur tous vos personnages de type support, ceux qui vont rester proches des autres. Donc un buffer, etc. Il va buffer la défense et la défense magique de tous les alliés dans la zone de 2 cases. C'est excellent. Ça par exemple, vous pouvez le prendre sur une Chris. Ça serait très bon sur une Chris. Peu importe, dès que c'est un personnage qui va rester avec le groupe, qui va rester autour du tank, ça va être excellent sur lui. Petite chose à savoir quand même, c'est que ce passif là, il n'est pas cumulable. Hein, je vous vois déjà vous dire waouh, c'est trop fort, je vais mettre ça sur tous mes persos, comme ça j'aurai plein de défense et de défense magique. Non, ça marche pas, c'est pas cumulable. Ensuite, on a épine. 10% c'est normal, c'est du vert. Quand attaqué, 30% de chance de réfléchir les dégâts subis cette fois de 50%. C'est intéressant. J'ai des amis qui le jouent essentiellement sur Ledin et qu'en sont très satisfaits. Moi je préfère roche dure sur les tanks, mais c'est intéressant. Voilà. Après ça va être évidemment en fonction de votre gameplay, de ce que vous voulez faire. J'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère. Les critiques, critique 5%, la résonance météore. Lorsque vous attaquez avec des troupes qui ont des PV supérieurs à 80%, après être entré dans la bataille, tous les dégâts subis plus 20%. Alors tous les dégâts subis plus 20%, c'est pas à votre personnage, hein. Ça serait nul à chier. C'est la cible. Donc si vous attaquez avec un personnage qui est au-dessus de 80%, le mec que vous allez attaquer, il aura un debuff qui fait que tous les dégâts subis augmentent de 20%. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, en général, jouer critique, ça sera essentiellement sur les assassins. Et votre assassin, vous allez vouloir qu'il one-shot. Donc ça veut dire que vous n'allez pas tuer le mec, puisque vous allez le laisser avec
pas beaucoup de points de vie, et il aura un debuff qui fera qu'il va subir plus de dégâts. Donc c'est pas mal, mais pour moi c'est pas optimal. Par contre ça oui, ça sur votre assassin, chance de critique plus 5% et dégâts critiques plus 20%. Donc tous les critiques que vous allez mettre vont faire encore plus de dégâts. Si vous partez sur un build critique, moi je vous conseille vraiment celui-ci, le soleil de plomb plutôt que le météore. Donc ça, sur quel personnage on pourrait l'envisager? Bah, peu importe, hein, tout type de personnage assassin basé sur les critiques, Silver Wolf, éventuellement Dayart assassin, pourquoi pas Sherry assassin, peu importe, ok? Et sur les archers aussi, les archers en général ils ont des passifs qui leur disent quand vous mettez un critique vous pouvez réduire la mobilité, etc. Allez regarder les compétences de Narm par exemple, pour une Narm ça pourrait être très bien également. Et on attaque les parchemins offensifs, bah, c'est là où on a le plus de choix. Les bleus on en a 3, les oranges on en a 2, les verts on en a 3, ici on en a 5. C'est un peu normal hein, parce qu'en offensif on a l'offensif magique et l'offensif physique. Ici on a brise. Attaque intel plus 5%, ok c'est normal, c'est du rouge. Dégâts infligés augmentent de 10%. Alors ça c'est tout le temps, hein. Vous aurez toujours, en plus de l'attaque, dégâts infligés augmentent de 10%. Donc rien que ça, c'est pas mal. Après une action, 30% de chance d'augmenter la mobilité de plus 2 dure un tour. Alors ça c'est très fort, mais pas pour n'importe qui. Il faut vraiment que vous en profitiez de cette mobilité. Déjà c'est une chance sur 3, un peu moins même, 30%. Donc ça va pas s'activer tout le temps. Donc il faut vraiment que ça soit sur un personnage qui va en profiter. Typiquement, ça sur un Léon, ça va être monstrueux parce que c'est synergique avec son passif. Le passif de Léon, ça augmente ses dégâts et sa défense en fonction des cases qu'il a parcourues. Donc si vous lui oubliez... Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc si vous lui augmentez sa mobilité, ça va synergiser avec son passif, ça va augmenter ses dégâts, ça va augmenter sa défense. Donc très très bon pour un Léon. Et typiquement pour tous les cavaliers qui peuvent avoir le passif en fonction du nombre de cases qu'ils parcourent. Ensuite, la mer agitée. Attaque intel 5%, lorsque vous attaquez activement et entrez dans la bataille, attaque augmente de 10%, les dégâts subis de 15%, diminuent de 15%. Alors lorsque vous attaquez activement, ça veut dire lorsque c'est vous qui lancez l'attaque, pas quand vous êtes attaqué. Augmente l'attaque de 10%, c'est pas mal, dégâts subis diminuent de 15%. Celui-là il est pas mal. Il est pas mal. Sur quel type de personnage on voudrait le mettre? Plutôt sur un personnage qui va pas être assassin, qui va pas être là pour vraiment one shot, donc pas sur une Sherry, mais plutôt par exemple sur un épéiste un peu solide. Par exemple un Bernhardt, si vous jouez Bernhardt, pas tank mais plutôt combattant, pourquoi pas. Ou sur un cavalier, si vous le jouez pareil, un petit peu plus tank, à la fois cavalier, enfin pas tank dans le sens qui va protéger ses équipiers, mais dans le sens qui va être agressif et pas se faire one shot en retour. Pourquoi pas? Moi celui-là j'avoue que je le joue sur aucun de mes personnages pour l'instant, mais il peut être intéressant. En soi il n'y en a aucun qui est nul, hein. Ça va être vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Pleine lune. Attaque, intelligence 5%, c'est normal. Quand les PV sont supérieurs à 80%, toutes les stats attaque et défense augmentent de 10%. On est assez similaire de la mer agitée, puisqu'on a l'augmentation de l'attaque, 10%. On a une augmentation de la défense, 15%, ici c'est 10%. Donc ça ressemble un petit peu, c'est juste la condition qui va être différente. Ici la condition, c'est quand vos PV sont supérieurs à 80%, mais ça marche même quand c'est vous qui vous faites attaquer. Et ici la condition, c'est uniquement quand c'est vous qui attaquez. Donc ça va dépendre un petit peu des personnages. Ça, en général, vous allez le jouer sur un personnage qui a une capacité de se soigner tout seul, comme un Elwyn, un Ledin, éventuellement une Sherry, etc. Un personnage qui va pouvoir se maintenir au-dessus de 80% et donc en bénéficier le plus souvent possible. Ensuite, on a l'enchantement magie. Celui-là, mais qu'est-ce qu'il est violent! Qu'est-ce qu'il est violent! Les dégâts de compétences augmentent de 10%. Les dégâts des AOE, donc des attaques de zone, augmentent de 5% supplémentaires.
Vous mettez ça à un Egbert, vous mettez ça à une Lyanna, vous mettez ça éventuellement à une Imelda si vous la jouez purement offensive. C'est monstrueux. Vous allez mettre des grosses claques en zone. Donc tous vos personnages magiciens qui ont des attaques de zone, moi je vous conseille ça. Voilà. Je sais qu'il y en a qui jouent horloge, c'est le dernier qu'on va voir. Mais le fait de reset le cooldown, pour moi c'est moins fort que avoir ce bonus de dégâts monstrueux. Donc on en parlait d'horloge, c'est le dernier, il est là. Attaque intelligence 5%, lorsque vous infligez des dégâts de compétence, 30% de chance, donc presque une chance sur 3, de diminuer le rafraîchissement de -5. Alors qu'est-ce que c'est horloge? En fait, quand vous allez lancer une compétence qui inflige des dégâts, donc soit un sort, soit une attaque sur un combattant, vous avez une chance sur 3 de reset le cooldown, parce que -5 c'est un reset, hein, y a aucun... le plus haut que j'ai vu pour l'instant c'est 5 tours de cooldown. Donc ça fait que vous allez pouvoir la relancer la même attaque le tour d'après. Quand ça s'active, ça peut être très puissant. Le truc c'est que actuellement, vous n'avez pas encore accès à des attaques suffisamment puissantes pour que ça vaille le coup, selon moi. Je m'explique. On va aller regarder par exemple un personnage comme Elwyn. Elwyn, l'enchantement horloge sur lui, il pourrait être intéressant. Parce qu'on se dit, lame de soleil, ça me permet de me soigner, j'aimerais bien l'avoir plus souvent, donc horloge ça serait bien. Rugissement, ça me permet de debuff l'ennemi et de lui supprimer ses bonus, donc ça serait bien de l'avoir plus régulièrement. Ça serait envisageable, mais on a quand même des cooldowns de 2 tours. Pour moi ça reste acceptable, ça vaut pas le coup de prendre une chance sur 3 de le reset sans avoir d'autres passifs. Parce que, à la différence de Brise par exemple, on retourne ici dans les parchemins. Vous voyez, ici vous avez vraiment que ce passif là. Vous avez une chance sur 3 mais c'est tout, vous n'avez pas augmentation des dégâts de 10%. Brise c'est une chance sur 3 mais vous avez quand même dégâts infligés de 10% augmentés. Donc ça, pour moi vous allez le jouer mais plus tard dans le jeu, quand vous allez débloquer les compétences ultimes. Regarde, on retourne sur notre Elwyn et on voit que quand il sera au maximum de la classe héros, là il va obtenir l'âme de l'épée. C'est une compétence qui est complètement pétée. Un ratio de 1,8 fois les dégâts, c'est le plus élevé dans le jeu. Ça supprime 5 bonus des ennemis, ça leur met un passif qui les empêche d'être soignés et c'est non supprimable. Ça c'est surpuissant. Ici pareil, la frappe frontale, 1,7 ratio monstrueux. Avant la bataille, on se buff de 20% d'attaque, 20% de notre attaque sur notre défense, pardon, et désactive les compétences passives. Alors ça j'ai un doute. Je sais pas si c'est désactive les compétences passives de l'ennemi ou si c'est les nôtres. Si c'est les nôtres, c'est un peu moins bien, mais on s'en fiche puisque de toute façon sur notre Elwyn on jouera que des compétences actives. Enfin ces deux-là. Âme de l'épée et frappe frontale. Bon, en tout cas c'est deux compétences qui sont très puissantes et qui ont toutes les deux 5 tours de cooldown. 5 tours de cooldown, ici aussi, d'accord. Donc ici, là ça va valoir la peine de mettre horloge. Mais pour moi, tant que vous n'avez pas débloqué ces compétences là, et sur quel que soit le personnage, hein, vous regardez si vous avez des compétences qui infligent des dégâts qui ont plus de 5 tours de cooldown, là ça va valoir la peine. Excusez-moi. Sinon, c'est moins intéressant. Notez quand même que horloge c'est uniquement pour les compétences offensives. Hein, ça sert à rien de le mettre sur un soigneur. Par exemple, Sophia, elle a son rembobinage, 5 tours de cooldown, mais c'est un sort de soin. Ça n'inflige pas de dégâts, donc ça ne peut pas activer l'horloge. Voilà, donc on a fait le tour de ce qu'on avait à dire sur les enchantements. J'espère que ça vous a été utile. Désolé pour la vidéo en étant malade. Et puis je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à me dire quel sujet vous voulez que j'aborde. Et à bientôt.